Merci d'accueillir le directeur général délégué de Nexity, Monsieur Jean-Philippe Ruggieri. Bonjour. Non, ils disent pas bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Ruggieri, je suis directeur général de Nexity. Nexity, c'est un opérateur immobilier. Ce n'est pas qu'un promoteur immobilier, c'est l'immobilier dans tout son ensemble. L'intitulé de mon intervention, c'est Ma vie en l'air. Vous vous dites, tiens, c'est bizarre, un promoteur qui a voulu être hôtesse de l'air. Quoique, je ne suis pas sûr que ça ne m'aurait pas déplu. J'aurais plutôt, plus jeune, rêvé d'être architecte urbaniste. Et puis au fur et à mesure de l'avancée de ma vie, en fait, je suis très heureux de mon métier. Pourquoi je suis heureux de mon métier? Parce qu'avant de toucher à la ville, et effectivement, les promoteurs immobiliers, les opérateurs immobiliers touchent à la ville et ils ont ça d'important avec le politique de pouvoir influencer en bien ou en mal d'ailleurs, et on aura un premier exemple plutôt en mal, à la vie des gens. Ce qui m'a intéressé dans ce métier avec l'expérience, c'est qu'effectivement on a la sensation qu'on peut toucher à la vie des gens. À la vie des gens et d'être utile à eux. Et si je devais dire quelque chose sur le bonheur que j'ai à faire ce métier-là, c'est peut-être quelque chose, c'est Gandhi, je crois qu'il répondait à cette question, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est d'être utile aux autres. Utile, c'est sans doute le premier thème de la manière avec laquelle on aborde la ville, les projets, les quartiers immobiliers. Quand on veut toucher à un morceau d'une ville, c'est le premier sujet. Utile. Le deuxième, j'y reviendrai ensuite, c'est désirable. Ça vous va paraître étrange, mais c'est extrêmement important. Et le troisième, sans lesquels les deux premiers d'ailleurs ne sont pas très intéressants, c'est abordable, être accessible, que tout le monde puisse avoir accès à ça. Je reviens sur le premier, utile. Utile pourquoi? On touche à quelque chose, et le même Gandhi d'ailleurs qui répondait à la question qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, qui répondait une maison est essentielle. C'est essentiel parce que ça fonde le foyer, et malgré le numérique, malgré le digital, en fait on voit bien l'importance que tous les enfants d'ailleurs ont lorsque, même aujourd'hui, la génération post-Z, un gamin, il dessine une maison avec une cheminée qui fume, papa-maman ou maman-maman, papa-papa d'ailleurs, comme il veut, mais il dessine le foyer. C'est extrêmement important. La maison, c'est essentiel. On touche à ce qui est le plus essentiel dans la vie et donc le plus utile. Utile aussi au sens des services, des usages qu'on apporte à cette ville. Et quand on regarde un quartier, on regarde d'abord en quoi on va être utile dans le quartier, parce qu'avant le logement, qui vient en premier à l'esprit de tout le monde lorsqu'on construit la ville, il y a les flux humains, les flux de transport, les flux économiques, les flux de l'emploi, les flux de commerce, et c'est après cela qu'on réfléchit au logement. Donc l'utilité est essentielle. Je vais régler le sujet d'abordable en premier parce que sans celui-là, on ne comprend pas bien de quoi on parle. Est-ce que vous avez une idée du revenu moyen d'un ménage, je ne parle pas d'une personne seule, mais d'un ménage en Île-de-France? Est-ce que quelqu'un a une idée, sans regarder sur Google, du revenu médian en Île-de-France? Le revenu médian d'un ménage en Île-de-France, c'est 1 900 €. 1 900 € pour un ménage. Quand on regarde les projets qui sont faits et souvent qui nous plaisent, qui enchantent, et je parlerai tout à l'heure du désirable et de la question du beau qui est essentielle dans notre métier, on voit beaucoup de projets qui nous plaisent et on voit beaucoup de projets à l'étranger aussi, à Abu Dhabi, à New York, la fameuse tour, si vous la connaissez, à Manhattan, à Soho, dans Manhattan, d'Herzog et de Morand, extraordinaire, 10 000 € le mètre carré dans les étages bas et 25 000 dans les étages hauts. Bref, le plus souvent, ce sont des objets qu'on regarde qui s'adressent plutôt à des ménages qui gagnent 5 000 € ou plus par mois. Et 5 000 € ou plus par mois en Île-de-France, c'est le dernier décile de la population. Les 10 derniers pourcents. Moi, mon métier, c'est de m'adresser au plus grand nombre. Ce n'est pas de faire du beau parce que c'est esthétique et que ça va être simplement esthétique, et que ça va être exposé dans une galerie d'art, bien que notre métier a un rapport à un geste artistique,
c'est que le plus grand nombre puisse y avoir accès, du logement social et même à l'hébergement d'urgence, en passant par le foyer jeunes travailleurs, la résidence service senior social multigénérationnel, le logement intermédiaire, le logement libre, le logement locatif. En fait, nous devons répondre, en tant qu'opérateurs, en créant des morceaux de ville, à l'ensemble de cette problématique. Donc la question de l'abordable est essentielle. Sinon, je ne sais pas si, comme moi, quand j'étais plus jeune, plus gamin, maintenant j'ai une petite voiture électrique, donc c'est pas grave, mais quand j'étais encore provincial, je suis toulousain, vous allez le voir d'ailleurs, l'exemple que je prends est à Toulouse, enfin le deuxième, le bon, forcément. J'adorais les voitures, je trouvais ça formidable, les voitures. Et moi, mon rêve, parce que j'avais vu Goldfinger quand j'étais gamin, c'est d'avoir une Aston Martin. Et d'ailleurs, il y a plein de gamins encore et de gens qui aimeraient bien avoir une Aston Martin. Bien évidemment, tout le monde n'en a pas. Il y a une raison à ça. Hein. C'est qu'une Aston Martin, le prix du neuf de départ, c'est 200 000 €. Donc, notre métier, c'est justement de ne pas réfléchir comme ça. Mais pas de réfléchir simple. Une fois qu'on a réglé extrêmement dur, hein, la question de l'abordable, qui a un rapport avec, vous le verrez tout à l'heure, avec l'intensité et la densité, on peut parler du reste. Donc sur ce sujet-là, et sur les solutions qu'on propose pour être abordable, j'y reviendrai tout à l'heure pour vous dire ce qu'on propose. Le deuxième sujet, avant d'aborder les deux autres et d'arriver à l'intensité urbaine, et de vous expliquer comment on apporte des solutions, c'est le sujet qui se pose en ce moment. Je ne sais pas si vous le savez, en ce moment est élaborée la nouvelle loi, le nouveau plan logement du gouvernement, qui repose sur un thème principal, le choc de l'offre. Il faut construire beaucoup. Et moi, à ce choc de l'offre, j'oppose le choc de la demande. Le choc de la demande, c'est celui de l'observation de la vie des gens. Je ne comprends pas à quoi ça sert de dire on va construire plus si on ne sait pas pour qui on va les construire, pour combien on va les construire, quelle vie ils ont, à quel endroit on va les construire. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler en premier. Le premier élément, il est quantitatif. C'est la démographie, le taux de natalité, le vieillissement de la population, l'espérance de vie, l'immigration. Tout ça fait que lorsque nos villes ont été imaginées en 1850 par le baron Haussmann, avec, vous savez, ce fameux épanelage à R+5, puis le 6e étage, d'où le film Les femmes du 6e étage, ça a été élaboré, il y avait 25 millions de personnes en France, et assez bien réparties entre les villes et les campagnes. Il y a 70 millions de personnes en France, d'ici à 2030, il y en aura 80 millions, et essentiellement dans les villes, en tous les cas dans les conurbations urbaines, parce que les centres-villes, parce que des gens... alors, ce n'est pas que bien pensant, hein, parce que dans Paris, par exemple, qui est une ville plutôt musée, hein, ça attire beaucoup de monde du monde entier. Mais on voit bien que la ville se construit à l'envers, ça veut dire bas dans son centre, et que dans la conurbation, il y a énormément de gens, et qu'on monte, on monte dans la conurbation parce qu'on accepte de préserver le centre-ville, mais tant pis pour les banlieues, et le sujet de la banlieue sur l'urbanisme est essentiel. C'est un grand sujet, pas qu'urbaniste d'ailleurs, c'est un sujet politique à régler. Roland Castro, un architecte urbaniste français, je ne sais pas, vous voyez qui c'est Roland Castro ? Roland Castro, c'est un architecte urbaniste français qui a été candidat à la présidence de la République sur le principe de l'utopie réaliste, qui portait l'idée qu'effectivement, on peut être un peu utopique, être esthétique et faire du concret, ce qui est essentiel. Je reviens à mon histoire de banlieue et de conurbation. Le sujet se pose en France, mais pour ne pas être qu'hexagonal et un peu restrictif, juste, est-ce que vous savez combien comporte d'habitants la conurbation, dont je ne me souviens plus le nom, c'est Djoba Kurta, un truc comme ça, vous regarderez sur Internet. Si vous trouvez, vous me le dites. La conurbation de Jakarta. Jakarta, le centre-ville, c'est 10 millions de personnes. La conurbation, c'est 32 millions de personnes dans une ville. 32 millions de personnes, beaucoup plus que beaucoup de pays dans le monde. Donc le sujet de l'intensité urbaine, qui réunit l'utilité, la désirabilité et le côté abordable, l'accessibilité, est essentiel, ça réunit les trois.
Et donc le sujet, il se pose pas en est-ce que c'est mignon, est-ce que c'est charmant, est-ce qu'il faut avoir une approche plus minimaliste des hauteurs, etc. Il se pose d'abord dans l'humanité qui est en vous. Hein. C'est-à-dire, moi, si j'ai fait ce métier-là, c'est que j'aime les gens. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis sensible, touché, lorsque dans l'une de nos opérations, je pensais à Gennevilles, il n'y a pas longtemps, à Aubervilliers ou à Saint-Ouen, si on parle de la région parisienne, dont vous ne voyez pas forcément des quartiers chics. Quand un jeune couple arrive enfin à accéder pour la première fois à la propriété, et que dans la file d'attente, parce que comme on essaie de vendre pas cher, et surtout dans le lancement de nos programmes où les gens sont pionniers, les gens se précipitent et même dorment la veille parfois pour avoir les meilleurs prix au début. Les gens disent c'est quand même beaucoup plus facile d'acheter chez Nexity que de louer dans le privé. Pourquoi ? Parce que quand vous appelez Mohamed et que vous cherchez un logement en location, eh ben, c'est pas facile en libre. Alors que personne ne vous refuse de l'acheter. Donc si on arrive à rendre ces projets abordables, on rend les gens heureux au sens ils deviennent propriétaires. Je disais pour Gandhi, c'est essentiel pour eux, et on les touche. Et sincèrement, je vous invite, vous verrez que je ne m'étonne pas sur ce sujet. On voit des gens pleurer en fait dans nos bureaux de vente lorsque, au bout de la file d'attente, ils ont enfin acheté. Ils n'y croient pas encore parce qu'on a rendu leur rêve possible. Pour ça, je disais. Donc le rendre abordable, et j'expliquerai la technique pour le rendre abordable, celle en tous les cas qu'on a prouvée. Et j'ai peut-être 2-3 propositions, et cette tribune va me servir peut-être pour le gouvernement à montrer qu'en face de leur choc de l'offre, il y a aussi un choc de la demande et qu'il y a des propositions qui paraissent équitables, qui vont un peu au-delà du simple élément comptable du nombre de logements qui serait proposé. Je viens sur la question du désirable. Le désirable, c'est la question du beau et de l'esthétique. C'est essentiel dans notre métier. C'est aussi essentiel que lorsque vous regardez votre vis-à-vis ou que la première fois que vous rencontrez quelqu'un, vous le regardez, vous la regardez et qu'il se passe quelque chose. Quand on dit « il se passe quelque chose », c'est bien évidemment un rapport avec l'émotion que ça produit. Ce n'est pas forcément parce que le visage ou le corps est symétrique, parfait, apollonien presque. C'est parce qu'il vous a touché. Une cicatrice sur le visage de quelqu'un, parce qu'on imagine que ça a une histoire, une main pas tout à fait droite, un regard pas tout à fait net peut vous toucher, parce que là-dedans, il y a une histoire, il y a quelque chose qui vient chercher ça, qui vient chercher en vous et qui touche aussi dans votre histoire autre chose. Dans les bâtiments, dans l'urbanisme, l'urbanisme c'est simple, hein, c'est urb, c'est la chose physique, et ça vient de civitas, c'est la société civile, c'est la rencontre des deux. Donc il y a quelque chose dans la civilité, dans l'urbanisme, qui est extrêmement important. Qui est extrêmement important parce qu'il faut être poli avec son environnement, ça veut dire les voisins, l'existant, ce qui a déjà été fait, et être poli aussi avec les gens qui vont habiter dedans et les toucher au plus profond de ce qu'ils ont. Pour donner un exemple, lorsqu'on juxtapose utilité, alors désirabilité, c'était les années 70 certes, et accessibilité, mais qu'on ne les réunit pas, c'est-à-dire qu'on les juxtapose, on se dit il faut qu'il y ait des fonctions, du commerce, des transports, etc. À côté, on va prendre des architectes internationaux un peu connus qui vont faire des objets juxtaposés entre eux on peut discuter si c'est beau ou c'est pas beau, mais en tous les cas, vous verrez, il n'y a pas de cohérence. Et troisième sujet, ça va être abordable. Ça veut dire qu'on va, non pas intensifier, mais densifier à mort. Ça donne, si ça marche. Non, c'est pas ça, c'est celle d'avant. Ça donne Beaugrenelle. Tout le monde connaît Beaugrenelle. En fait, Beaugrenelle, ça part d'une bonne intention. Hein. Ça part d'une bonne intention. En disant on va réunir le commerce, les transports, l'habitat, on va prendre les architectes à l'époque internationaux pour faire ça, et on a fait une espèce d'exposition universelle de l'habitat, on a juxtaposé, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, je ne sais pas si c'est pour vous comme pour moi, mais on a une très forte idée de densité. C'est serré, on n'est pas très bien, tout est uniforme.
Ça, c'est un coefficient d'occupation des sols de 4,1. Techniquement, c'est 4,1. Est-ce que vous avez une idée du quartier de l'Opéra à Paris, y compris l'Opéra Garnier, les immeubles autour, de la densité, au sens technique, qu'il y a autour du quartier de l'Opéra à Paris? C'est 5,1. Ça veut dire que le quartier de l'Opéra à Paris, c'est plus dense que ça. C'est plus dense que ça, et pourtant, la sensation, c'est pas la même. Aujourd'hui, quand on travaille sur... On va parler du premier sujet, j'ai dit tout à l'heure que sans celui-là, les deux autres ne se valaient pas, sur le côté accessible. Forcément, on travaille sur des techniques où on va essayer d'intensifier sur le même endroit le plus de mètres carrés possible, mais toute l'astuce, puisque sur un terrain d'une certaine surface, et s'il coûte 10 millions d'euros, si je construis 20 000 mètres carrés au lieu de 10 000 mètres carrés, forcément, sur le même prix, j'amortirai mieux ma charge foncière et je pourrai donc proposer des prix plus sympathiques et je pourrai mettre, chose essentielle dans la désirabilité, je pourrai mettre de l'argent là où ça se voit. Là, c'est utile pour ajouter des fonctionnalités, pour ajouter un petit espace de coworking dans les pieds d'immeubles, parce que les appartements n'étant pas très grands, aujourd'hui, et les gens vivant seuls, tiens, un élément important. Pourquoi on fait des appartements pas grands ? Alors que tous les politiques nous réclament des logements familiaux, 4 pièces, 5 pièces, qui sont l'image d'Épinal plutôt des années 50. Pourquoi on ne fait pas des grands appartements, on fait beaucoup de studios et de 2 pièces? C'est simple. Avant, il y a 40-50 ans, la vie en famille, la vie où on se marie, on avait des enfants et ils étaient à la maison, elle durait un tiers du temps de votre vie. À peu près 25 ans sur les 75 ans de votre espérance de vie. Aujourd'hui, la vie en famille, avec vos enfants qui sont encore là et avant que vous divorciez, que vous soyez séparés, elle dure en moyenne 8 à 9 ans, sur une espérance de vie qui est passée à 90 ans. Donc forcément, ça ne représente plus que 10% de votre vie. Les 90 autres pourcents, vous les passez seuls ou en couple sans enfants. Et aujourd'hui, dans les villes, 2 tiers des ménages sont constitués d'une personne seule ou d'un couple sans enfants. Donc voilà pourquoi on construit des logements qui ne sont pas grands et qui ont aussi un rapport, bien évidemment, entre l'intensité urbaine et la compacité de nos appartements. Forcément, on sent un isolement, une petite solitude. Donc qu'est-ce qu'on vient faire dans les usages ? On vient ramener des espaces communs de coworking, de co-living, des espaces, alors on essaie d'en faire un peu mieux, mais des espaces de fitness un peu augmentés, où les gens viennent se rencontrer, viennent travailler ensemble, viennent échanger, parce qu'à la fin de tout ça, pourquoi les gens cherchent de l'urbain? Pourquoi ils sont, comme vous l'êtes aussi vous en ce moment sur votre portable, ou lorsque, comme ça vous est arrivé sûrement, d'observer un couple qui dînent amoureux pendant les 10 premières minutes du repas et au bout de 10 minutes, ils sont tous les deux sur leur portable à regarder Facebook. En fait, ils regardent Facebook ou autre chose, mais ils se mettent normalement en interconnexion avec d'autres personnes, peut-être à l'autre bout du monde, mais on est à la recherche d'un contact, d'une émotion qui vous fasse vibrer, et cette émotion, elle ne vient pas de l'objet, elle vient de l'autre. Donc on vient chercher dans ces usages ça. On a fait une tentative à Toulouse. Toulouse, c'est une ville qui a été construite sur le même épanelage que Paris, plutôt dans les années entre 1840 et 1870, donc à 5 étages, dont le centre-ville est une ville musée. Et en périphérie, on a énormément construit. Pourquoi ? Parce que l'aérospatiale est venue et tous les sous-traitants sont venus apporter de l'emploi et qu'il a fallu, dans un espace de temps très serré, en 30 ans, apporter une réponse de logement extrêmement importante. Donc tout ça s'est construit dans des repères orthonormés, strictement parallèles dans les rues à l'époque, entre 1980 et 2010. Et on a fait des quartiers absolument sans charme, sans intrigue, sans vernicularité, sans que le désir monte. Donc on a travaillé sur les usages à Toulouse et également en arrivant à convaincre la mairie que si on voulait rendre des logements abordables, il fallait qu'on donne de la hauteur à tout ça. Voilà pourquoi Ma vie en l'air, le titre. Et on a essayé de faire ça à Toulouse. C'est une opération qui fait 420 logements. On l'a lancée au mois de mai l'année dernière et sur les 400 logements, 300 étaient déjà vendus. Le Zénith de Toulouse, pour ceux qui reconnaissent.
Ici, on bénéficie, et c'est extrêmement important dans les usages, du métro, mais également du tramway. Vous voyez en face, dans le quartier de Maison et R+5, d'ailleurs, c'est que des R+5 qui viennent se substituer aux maisons déjà prêtes. Bien évidemment, élément essentiel, tant que, contrairement à Black Mirror, le cerveau et la conscience humaine est dans un corps fait de chair et de sang, eh bien, il faut transporter les gens. On ne les téléporte pas, donc l'idée du transport est extrêmement importante. Et ce que vous avez derrière ça, c'est une résidence étudiante, ça c'est intéressant. C'est que des petits logements de 19 mètres carrés. Ça, c'est des logements un peu plus grands, mais entre 40 et 60 mètres carrés. Vous avez vu une astuce, peut-être, si vous avez remarqué. Je ne sais pas si quelqu'un a assez observé, mais en fait, sur les 3 émergences, il y en a une qui fait 10 étages, l'autre 14 étages, l'autre 12 étages. Ça ne s'était jamais fait à Toulouse. Et en fait, il y a une perception plutôt de 7 ou 8 étages, parce que ça aussi, on essaie d'y travailler, en coupant les étages en deux et en faisant soit des petits duplex superposés, soit et ça, ce sont des astuces architecturales, et je crois qu'il y a un architecte qui parle juste après moi, en faisant ce qu'on appelle des pas de 2 pour couper l'impression de hauteur qui vous a fait si peur quand vous avez vu... ça repart encore. Quand vous avez vu Beaugrenelle tout à l'heure. Je reviens toujours à la question de la désirabilité. Cette question qui peut paraître assez bizarre dans la bouche d'un promoteur, elle est pas faite que pour racoler des clients. Elle est faite pour créer des émotions, celles de l'élu local, du maire, qui, et je vous assure, pour les rencontrer, ont le plus souvent un sens de l'intérêt général qui est aigu, qui est touché par sa ville, des gens qui connaissent l'histoire de leur ville, et souvent qui, connaissant l'histoire de leur ville, ont une petite tendance à la préservation, un petit côté passéiste, et donc ont du mal avec la hauteur, et la seule réponse qu'ils ont, ils se disent le beau c'est le bas. Faites pas haut et ça ira bien et j'aurai pas de problème avec mes concitoyens. Certains promoteurs, et c'est amusant parce que le maire de Toulouse qui s'appelle Jean-Luc Moudenc, c'est aussi le patron de France Urbaine, c'est-à-dire le patron des grandes métropoles de la ville de France, est en train d'être prosélyte justement sur ces sujets parce que ça fait gagner de la place. Ça fait gagner sur le prix de vente, puisqu'on amortit mieux les terrains sur lesquels on construit. Et puis un dernier sujet, si demain, comme à Jakarta, on n'est plus 10 millions ou 12 millions dans Paris, mais on est 32 millions dans Paris, la place, la terre, le sol, comme dirait Nicolas Hulot, il va falloir l'économiser. On ne va pas pouvoir s'étaler constamment en imperméabilisant les sols et en dépensant de plus en plus d'argent dans les transports, dans les équipements publics, dans les fonctions qui certes sont très utiles, mais qui doivent être amorties le plus possible. C'est comme ici, dans cet espace 104, l'intérêt c'est d'y faire venir le plus de monde, le plus d'événements possible, pour effectivement que ça coûte le moins cher possible à chaque fois que quelqu'un a envie d'intervenir. Et puis réaborder la question de l'accessibilité, qui me semble dans la loi logement pas bien abordée. C'est un échange équitable. Un échange équitable entre les collectivités, mais aussi les particuliers qui vendent des terrains ou des endroits à transformer, à détruire et à requalifier, et puis les promoteurs et les habitants. L'idée qu'on a, et que je voudrais plaider ce matin, c'est qu'il y a quelques dizaines d'années, le logement a été considéré comme un élément essentiel de la vie, et on appelle ça le secteur protégé. Le logement est dans le secteur protégé. Par exemple, si vous voulez vendre votre logement à un agent immobilier et que vous lui signez un mandat, ou que vous passez une annonce d'ailleurs vous-même en direct, et que vous dites que votre appartement, vous le vendez 200 000 €, et que quelqu'un vient et dise à l'agent immobilier « ce prix de 200 000 €, il me convient et je signe tout de suite », le client n'a pas le droit, puisque l'offre a été faite au prix, le client n'a pas le droit de demander une enchère. Et je préfère attendre un deuxième client à 210 000 ou à 220 000. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que c'est le secteur protégé. Mais dans le logement, ce qui est protégé, ce n'est pas le béton, ce n'est pas la brique avec laquelle on a construit, ou le bois, de plus en plus, en tous les cas chez nous, avec lequel on construit, c'est le terrain sur lequel il est construit qui est extrêmement important.
Et donc ce terrain-là, on voudrait en faire un échange équitable avec les pouvoirs publics, dire interdisez les enchères sur les terrains et nous interdisons les enchères aussi, enfin les enchères, ou en tous les cas les prix de vente chers. Ça veut dire qu'on dise sur la commune de Saint-Ouen, et je prends cet exemple-là parce qu'il a été réel pendant des années, c'était une maire communiste d'ailleurs qui l'avait mis en place, qui s'appelait Jacqueline Rouillon, qui avait fait des secteurs sur sa ville et qui avait dit on n'achète pas le terrain, plus de 300 € le mètre carré constructible. Dans ce secteur-là, il y avait des secteurs à 350, donc c'était assez précis. Mais en revanche, les promoteurs ne vendront pas le logement à plus de 2800 € le mètre carré si moi je vends à ce prix-là. Donc un commerce équitable du logement. Mais avec ça, pour faire ça, bien évidemment, on a commencé à Saint-Ouen, qui était une ville avec beaucoup de pavillons, des petits immeubles, etc., à faire des émergences. Et d'ailleurs, il y avait un monsieur qui s'appelait Olivier Saguez, vous l'avez vu juste avant moi, qui a installé son siège à Saint-Ouen. C'est nous qui lui avons construit dans une halle. Mais autour de cette halle, on a construit des immeubles sur la foi de ce commerce équitable qui monte jusqu'à 17-18 étages et qui, sur le côté désirable, a obtenu cette année la pyramide d'or en fait, des opérations en France. Alors la pyramide d'or, c'est le trophée que la profession, vous savez, c'est un peu comme les Césars, on s'auto-congratule entre nous en disant ouais c'est génial. Je sais, c'est pas le public qui a voté. Ce que je peux vous dire, c'est que le public il avait voté avant, c'est que les 120 logements, on les a vendus en 6 mois parce que... Alors pourquoi 17 étages? Oui, ça c'est encore une spécialité française. Pourquoi 17 étages? Parce que 17 étages, c'est 49 mètres 90, si vous calculez bien techniquement tous les étages, ça fait 49 mètres 90. Parce qu'au-delà de 50 mètres carrés, la réglementation pompier, sécurité, incendie, elle change. Et donc on a besoin d'avoir au pied de l'immeuble, 24 heures sur 24, des pompiers, de la sécurité, qui coûtent énormément en charge et que les gens, sur un logement abordable, n'ont pas les moyens de payer. Et donc on voudrait faire tomber toute cette règle, par exemple des 50 mètres, faire tomber l'idée que les collectivités et l'État en premier puissent mettre aux enchères ce qu'il y a de plus rare maintenant dans les communes, ça veut dire le foncier. Il n'y a rien de plus rare qu'un foncier aujourd'hui en France. Et donc sur la foi de ça, on est en train de proposer, Alain Juppé l'a fait à Bordeaux, à tous les maires de France, mais on aimerait l'inscrire dans la loi, si on pouvait être écouté en ce moment, on aimerait inscrire dans la loi l'interdiction des enchères sur les terrains, parce que les terrains, ce sont les endroits où demain on accueillera les transports en commun, je ne sais pas combien de temps il me reste en fait, pardon, juste, ça va? Non, j'ai pas mis 14 heures quand même, ça c'est pas possible. C'est fini, on me dit-on. Bref, vous dire que je suis fier de faire ce métier-là et que si je peux me rendre avec votre aide un peu plus utile, un peu plus désirable et un peu plus abordable, eh bien, je serai le plus heureux des hommes. Merci beaucoup.